Bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Voici donc l'essentiel de l'actualité. Ils étaient tous réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde pour passer en revue les questions liées à l'organisation de Jeux de la francophonie à Kinshasa. Toutes les parties prenantes ont pris part à cette importante réunion. La police nationale congolaise a présenté publiquement au VPM en charge de l'intérieur Peter Kazadi les criminels spécialisés dans le phénomène kidnapping dans la ville. Des audiences foraines en urgence sont envisagées pour juger le présumé auteur. Plusieurs recommandations et résolutions ont été prises lors des travaux préparatoires de la 12e session de la Grande Commission mixte RDC-Afrique du Sud dans le cadre de la montée en puissance de l'armée congolaise. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci si vous nous rejoignez. Débutons par la tenue de 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, à 25 jours du début de cet événement de haute portée du chiquier national et international. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde a réuni le lundi 3 juillet dernier dans son cabinet de travail à la primature toutes les parties prenantes à la préparation des CG en RDC pour passer en revue toutes les questions liées à l'organisation de cet événement. Regardez. D'abord, vous savez que les Jeux arrivent dans 25 jours et que, à l'exemple du président de la République lui-même, le Premier ministre, vous avez vu qu'il y a quelques jours, il a circulé pour faire le point de l'évolution des travaux d'infrastructure, parce que dans les Jeux, il y a la partie infrastructure, mais il y a la partie de la préparation, de la participation des athlètes. Il y a aussi, évidemment, des aspects diplomatiques, parce qu'il était question pour nous, au cours de cette réunion, de faire le tour de tous ces sujets. Évidemment, nous avons suivi les désistements plutôt du Québec, pas du Canada. On a entendu parler de la Wallonie aussi, qui disait qu'il limiterait la participation qu'à des activités culturelles. Je crois qu'un sujet sur lequel on va continuer les discussions, parce que des précautions ont été prises, notamment pour la piste d'athlétisme. On a pris des précautions en fonction des exigences de certaines fédérations. On ne peut pas comprendre que cela ne se fasse pas, et donc, de ce point de vue, il y aura des conséquences le moment venu. Mais pour aujourd'hui, nous avons été plutôt informés des dispositions, notamment sécuritaires, qui sont prises, parce qu'il y a des rumeurs ou ceux qui alimentent la manipulation, qui tendent à faire croire que Kinshasa n'est pas une ville sécurisée pour abriter les Jeux. Totalement faux. Il y a des plans de sécurité qui ont été faits. Il y a des dispositions qui ont été prises, notamment avec des ambulances spécifiques pour la prise en charge sanitaire des différents athlètes. Et donc aujourd'hui, on s'attelle plutôt à finaliser les derniers travaux sur tous les sites où il reste encore de travaux à faire. Et je crois que dans le jour qui vient, nous aurons une communication plus étendue sur le sujet pour permettre maintenant aux Quinois de se préparer à recevoir le monde francophone qui va arriver ici. Nous allons aussi nous assurer que nous accompagnons nos sportifs et nos culturels qui doivent participer et représenter la RDC à ces Jeux. Au total, 30 personnes regroupées dans cette bande ont été présentées publiquement par la police nationale congolaise à Kinshasa devant le vice-premier ministre en charge de l'intérieur Peter Kazadi. Le lundi 3 juillet dernier 2023 à l'esplanade du ministère de l'Intérieur, il s'agit entre autres de criminels bandits mais armés spécialisés dans le phénomène kidnapping, meurtre, vol de voitures et motos, extorsion après enlèvement. Regardez. Les auteurs de plusieurs kidnappings signalés ces derniers temps à Kinshasa ont été appréhendés et présentés le lundi 3 juillet dernier au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières Peter Kazadi et par le commissaire provincial de la police nationale congolaise. La cérémonie de présentation a été présidée par le chef de la police ville de Kinshasa, Silvano Kasongo. Plus de 30 kidnappeurs, parmi lesquels le jeune fille qui servent d'appât pour rassurer le victime à bord d'un taxi avant de les kidnapper. 23 bandits à main armée, tous des civils, dont 6 filles, et 4 policiers qui ont excellé dans l'extorsion et arrestation arbitraire. Dans cette circonstance, nous avons saisi
3 voitures Toyota IST, 7 motos, une arme AK-47, 5 machettes, cisailles et cagoules. Quelques jours avant, dans les locaux de la police, certains sont passés aux aveux, reconnaissant leur forfait. Non, reconnaître que na sala qui tout ça là le quoi tout ça taxi et puis qu'il y a côté ba botolier bilo tout ça là on a taxi catch et jaune là il na sala 2 fois souvent la clé des roues ou bien tournevis ya pamba. Au cours de cette présentation, il y a eu également ce témoignage choquant de cette dame dont son enfant a été tué par une personne arrêtée et parmi ses kidnappeurs et qui a reconnu le bourreau de son fils. Pour Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a félicité le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Silvano Kassongo, et tous ses éléments pour le travail abattu. Il a promis de suivre de plus près le jugement de ces présumés criminels jusqu'au bout. Le plus rapidement possible, pas déférer bango na parquet. Nasi na lobby, nagosenga na yo, tango ozotinda ba dossier, osali liste na ba totindi, na bisika otindi bango, o communiquer nga yango. Pour que ba avocat ya République balandela dossier oyo et pas inyonso ekokende. Notez que la population doit collaborer avec la police nationale congolaise et surtout rester très vigilante pour mettre hors état de nuire ce genre de criminels. D'un dossier à l'autre, Kinshasa se prépare à une nouvelle heure de transport aérien. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, et son collègue de finances, Nicolas Kazadi, ont inspecté le lundi 3 juillet dernier les sites du futur téléphérique, un projet ambitieux pour soulager la gestion routière et moderniser les déplacements dans les villes. Voici donc ces reportages. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ont effectué une visite d'inspection sur les sites destinés à accueillir les stations de la future ligne de transport aérien à Kinshasa. Accompagné de M. Touram, PDG de Milvest, ainsi que de l'équipe technique de la société réalisatrice du téléphérique, cette délégation ministérielle a parcouru les différents sites d'implantation du projet. Le premier arrêt de cette inspection a eu lieu sur le site de la station Triangle, située dans la commune de Lemba. Ensuite, la délégation s'est rendue à l'école de santé publique de l'université de Kinshasa, suivie de l'entrée de l'établissement pour finalement conclure cette visite à Mbanza Lemba. Ce projet de téléphérique vise principalement à atténuer les problèmes de congestion routière à Kinshasa en introduisant une ligne de transport aérien par câble reliant 2 gares stratégiques, l'université de Kinshasa et la station Triangle dans la commune de Lemba. Avec une longueur totale de 2 km, le téléphérique aura une capacité de transport quotidienne de 5000 passagers. La société Milvest sera responsable de la construction des infrastructures, tandis que la société française Poma fournira la technologie nécessaire. Cette nouvelle ligne de téléphérique sera équipée d'un système énergétique propre, garantissant ainsi son autonomie et sa durabilité. Les travaux de construction de ce projet ambitieux débuteront en juillet 2023. Milvest estime que la majeure partie du projet sera livrée d'ici décembre 2023, permettant ainsi aux habitants de Kinshasa de bénéficier rapidement de ce nouveau moyen de transport moderne, plus rapide et plus efficace. Revenons encore sur le poursuite de discussion CENI-opposition. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, Denis Kadima, a échangé le lundi 3 juillet dernier à Fleuve Congo Hotel avec l'opposant Adolphe Mouzitou, où ils ont peint le tableau
de la situation générale du processus électoral en République démocratique du Congo. Regardez. Devant le numéro 1 de la centrale électorale, Adolphe Mouzito, président du parti politique Nouvel Élan, a exposé certaines préoccupations, notamment la composition de la CNI, le financement des élections. Le premier point concernait l'actuelle CNI, le fait qu'elle ne représente pas l'ensemble des forces politiques, parce qu'en son temps, dans les cas des avocats, le parti et notre partenaire d'alors, nous avions proposé que la CNI soit composée au niveau du financement des élections. Nous lui avons demandé si d'ici la fin du processus, il pourra mobiliser les 500 millions de dollars dont il a besoin pour parachever son processus. Il a dit qu'il est en connexion avec le gouvernement et que dans les jours qui viennent, ils pourront obtenir un décaissement de 100 millions de dollars. Pour lui, son parti n'est pas disposé à aller aux élections avec l'option de la balkanisation du pays. Sur ce, il demande que l'enrôlement soit organisé dans les autres parties du pays, entre autres Aquamund, à Rutshuru. Nous avons discuté du fichier électoral pour dénoncer le fait qu'il n'est pas complet. Il n'a pas pris en compte les 3 territoires, dont 2 dans les nord ici, à savoir Massis et un dans les anciens Bandou, nommé à savoir Kwamou. Et que par conséquent, le fichier est incomplet. Le fichier ne comprend pas tous les électeurs. Là, donc, il y a une série de nécessités. Ils ont pris en compte ces électeurs-là en les intégrant et que dans les faits, ils allaient organiser l'enrôlement, l'identification de l'enrôlement le moment venu dans la situation va se calmer. En fait, nous avons parlé aussi. Notons que Nouvel Élan craint les glissements vu les contraintes précitées. Changeons cette fois-ci de chapitre. Les travaux préparatoires de la 12e session de la grande commission mixte entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine se sont clôturés le lundi 3 juillet dernier 2023 à Kinshasa. Voici donc ces détails d'Espoir Kinamvidi. C'est le lundi 3 juillet dernier que s'est clôturé les travaux préparatoires de la 12e session de la grande commission mixte entre la République sud-africaine et la République démocratique du Congo au Collège des hautes études stratégiques de la défense situé dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Les 3 sous-commissions ont remis au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba et son homologue de l'Afrique du Sud, Madame Tandi Ruth Modissé, le rapport des résolutions et recommandations ici de ces travaux. À cet effet, une visite des experts congolais dans l'industrie militaire sud-africaine et effectueront en même temps un état de lieux pour renforcer les capacités de la force navale de la RDC. Cette coopération militaire RDC-Afrique du Sud englobe plusieurs aspects, notamment dans la communication où il est prévu la réhabilitation de l'école de transmission, ainsi le renforcement de la coopération entre la police nationale congolaise et celle de l'Afrique du Sud. Il est à noter que ces recommandations ont été portées par le général Adjanga Massambi Christophe, secrétaire général ad intérim et directeur des études stratégiques, planification et organisation congolais. Par ailleurs, ces travaux en commission ont résolu de renforcer la coopération sur la cybercriminalité et le tourisme de 2 pays. Page sécuritaire restons-y. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, a reçu le lundi 3 juillet dernier en audience dans son cabinet de travail le directeur général de l'ARSP, Miguel Katembe, qui lui a annoncé l'ouverture officielle d'une direction provinciale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé dans cette partie du pays. Suivez. Ouvrir officiellement une direction provinciale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ici à Goma, parce que
nous avons vu que il y a des entrepreneurs, des grands hommes d'affaires dans cette province du Nord Kivu, ici à Goma, qui d'ailleurs, je dirais, qui sont un modèle pour les autres provinces en République démocratique du Congo. Nous avons vu des partenariats publics-privés entre l'État et les privés, mais qui sont des nationaux. Nous avons vu les partenariats publics-privés sur les routes, sur l'énergie. Nous avons vu sur les infrastructures des bâtiments. Et même la ville elle-même de Goma est construite par la population de Goma. Comparativement à d'autres provinces où il y a certains bâtiments qui ont été construits ou depuis l'époque coloniale, mais ici, nous avons vu que c'est une ville totalement construite par la population de Goma, par les entrepreneurs de cette province. Dans l'optique d'évaluer le mandat de la force régionale de l'EAC sur le sol congolais, plus précisément dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, les membres de l'équipe ad hoc ont été reçus le lundi 3 juillet dernier dans la ville de Goma par les gouverneurs militaires de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima. Regardez. Du mandat des forces de l'EAC ici au Nord Kivu. Tel est l'objet de la mission que mène ici à Goma une équipe technique ad hoc mise sur pied par les dirigeants de la sous-région. Un échantillon de cette délégation a rencontré le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima Kongba, pour des civilités ce lundi 3 juillet 2023 au musée de Imbi. Selon le général-major Sibomana Ignace, commandant adjoint de la force terrestre de l'armée burundaise et chef d'équipe technique de l'EAC, leur mission démarre ce mardi 4 juillet et pourra aller jusqu'au 8 juillet. Oui, on venait juste pour présenter les civilités et informer l'Excellence Monsieur le Gouverneur que les membres de l'équipe technique certains membres de l'équipe technique sont déjà arrivés, les autres sont en cours. Deuxièmement, on devrait bien sûr lui informer que les travaux vont commencer demain. Nous avons les travaux en salle et les travaux sur terrain, c'est ça. On compte terminer les travaux sur terrain le 8 courant. Bon, je pense que la mission a été définie par le haut cadre, c'est-à-dire les chefs d'État des pays membres de l'EAC. Je pense que la finalité sera définie par eux-mêmes. Bientôt, la langue russe sera introduite à l'université de Kinshasa, UNIKIN en sigle, selon certaines sources locales de la place. À cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, a, dans une correspondance, saisi le recteur de cette institution universitaire de la République démocratique du Congo sur un projet d'apprentissage de cette langue au sein de l'UNIKIN. Retrouvez Patrick John Mokengeshaï pour ces détails. Dans sa correspondance adressée au recteur de l'université de Kinshasa, Moïndo Nzangi parle d'un apprentissage qui rentre dans le cadre des accords qui existent entre la République démocratique du Congo et la Russie pour le transfert de compétences scientifiques et culturelles. Ainsi, selon les accords, 2 enseignants russes sont attendus à Kinshasa en septembre 2023 afin de commencer l'apprentissage de la langue russe aux étudiants de l'université de Kinshasa, UNIKIN. Et par conséquent, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire demande d'examiner les questions relatives au logement, à la restauration, au volume horaire du cours. Et peut-on trouver dans la correspondance adressé au recteur de l'université de Kinshasa. Le ministre de l'ESU demande ainsi au recteur de l'université de Kinshasa de rendre public cette information afin de connaître les potentiels candidats qui veulent apprendre cette langue en République démocratique du Congo. Prenons à présent un autre dossier. La Fondation Christian Tshimanga
a échangé avec sa base le vendredi 30 juin dernier dans le but de consolider leurs relations en vue de travailler davantage pour l'épanouissement de leur commune. Reportage de Minouchka Koyangele et d'Enoch Mbala. Nous sommes dans la commune de Massina au quartier 3, en la salle de fête Fouga, envahis par les filles et fils du coin. Ils sont venus écouter leur frère qu'ils appellent affectueusement Mopepe Yassika Pona Massina. Une fondation qui a plusieurs objectifs salvateurs. Joël Letou explique sur les réalisations de leur organisation. Donc, nous devons l'hôpital partenaire à la fondation Abisso, comme ça on aura un traitement comme il se doit. Dans de l'autre procédé la distribution à Maputa, nous avons 147 mamans on va recevoir Maputa à Bakolelo. C'est une façon la fondation Christian Chimanga, la fêter l'anniversaire de l'indépendance à Mboka, mais également Topé Sabino merci. Parce que dans la société, il faut qu'on reconnaisse d'abord ma maman ou ma botibiso avant de regarder l'étape de mon soso. Ma projet est d'intérêt d'être étudié, de recevoir en charge, les qui n'habitent pas dans l'habisso, Le numéro 1 de la dite fondation a réagi aussi en ce sens. Nous remercions notre Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances. Nous disons aussi merci aux mamans de la population de Messina d'avoir répondu à notre invitation. Et nous affirmons à nos mamans que la Fondation Christian Chimanga est là pour résoudre les problèmes qui dérangeaient la population pendant de nombreuses années, pour mettre terme à le phénomène Kuluna, pour propulser Massina dans un autre horizon. Le défi est finir par exemple les phénomènes anti-valeurs Kuluna, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui n'ont pas aujourd'hui des moyens pour se faire scolariser ou encore pour aller à l'école. La Fondation met à leur disposition des centres de formation professionnelle, des écoles auxquelles les enfants orphelins ou encore les jeunes seront encadrés pour un futur meilleur. Il s'est à signaler que les pannes ont été distribuées aux femmes qui étaient présentes et le repas de famille. La Fondation Chimanga est déterminée d'élever l'étendard de la commune de Massina bien haut. Rendons-nous en international. Le président sénégalais Macky Sall ne sera pas candidat à la présidentielle de février 2024. Il a annoncé dans son message à la nation sénégalaise. Suivez-les à travers cet extrait choisi par votre rédaction. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit, contrairement donc aux rumeurs qui m'attribuaient une nouvelle ambition présidentielle, je voudrais dire que j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété ici et ailleurs. C'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat. C'est cela que j'avais dit et c'est cela que je réaffirme ce soir. Il faut tenir parole et c'est ce respect qui nous a conduits à une telle situation. Désormais, il sera immensément respecté. Il a fait ce qu'il a pu pour le Sénégal. Son geste est noble et il a agi en personne honorable. Il nous faut un président qui s'occupe des Sénégalais. On a besoin d'un président qui ne tue pas son peuple, un président qui écoute son peuple. Les citoyens sénégalais doivent vivre en paix et se sentir comme les citoyens américains, par exemple, en démocratie. Il a fait une promesse aux Sénégalais et il l'a tenue. C'est le président de la République. Ce n'est pas une bonne chose pour un président de renoncer. Quittons le Sénégal pour parler de la France. Le président français Emmanuel Macron a reçu ce mardi 4 juillet à l'Élysée
220 maires pour faire le point sur la situation générale en vue de dresser le bilan après la série de émeutes qui ont eu lieu très récemment à Paris lors du décès et des obsèques de 7 adolescents. Retrouvez ces reportages réalisés par nos confrères de la France 24. Une semaine après la mort de Naël, la désescalade semble bel et bien se confirmer ici en France. Au terme d'une 6e nuit, les violences sont en nette décrue. Le ministère de l'Intérieur fait état ce matin de 72 interpellations. C'est dans ce contexte de retour à l'apaisement qu'Emmanuel Macron fera aujourd'hui le bilan des jours passés. Le chef de l'État reçoit tout à l'heure les maires de quelques 220 communes victimes d'exactions. Oui, à l'image, Elisabeth, du maire de Herblay, Philippe Rouleau, avec qui nous avons pu nous entretenir, l'équipe de France 24, Clovis Casali et Mohamed Farhat. On lui a demandé ce qu'il allait demander justement au président de la République. Il a commencé par nous dire d'abord de la sécurité. On veut plus de moyens. Herblay, petite ville plutôt tranquille, nous disait-il, eh bien, a été attaquée par des jeunes pendant 2 nuits sans aucun moyen. Il n'y avait pas évidemment de police nationale. La police municipale, nous a-t-il dit, était complètement débordée. Alors c'est lui qui s'est retrouvé sur le terrain toutes les nuits pour essayer d'apaiser, de faire des appels au calme et surtout les pompiers, nous a-t-il dit, n'ont pas pu intervenir car les pompiers ont demandé la protection de la police nationale. On voit bien à l'image de Philippe Rouleau, maire LR de Herblay, eh bien les 220 maires qui seront là vont d'abord demander à l'exécutif un cadre et des moyens. Un cadre parce qu'ils ont besoin d'aide. Ce sont des villes petites ou moyennes qui n'avaient pas l'habitude de ces émeutes, qui n'ont pas non plus les moyens. Eh bien, ils veulent donner peut-être plus de moyens d'abord aux maires, voir s'il y a une possibilité que les maires aient plus de moyens, plus de pouvoir également plus de moyens au niveau de la police municipale qui, d'après ces maires, eh bien, est sous-équipée face à des émeutes comme ça. Au-delà du côté matériel et sécuritaire, les maires également souhaitent discuter de la politique de la ville plus globalement. On se souvient, le plan Borloo n'avait pas été retenu pour les banlieues et les quartiers populaires. Faut-il revenir à un énième plan banlieue pour essayer d'apaiser les tensions? Eh bien, toutes ces discussions seront au menu de cette rencontre, une rencontre qui devrait durer 1 heure. Et on attend ce que le président de la République va annoncer à l'issue de cette rencontre où, évidemment, on a tous en image le domicile du maire de La Haye-les-Roses qui a été attaqué, mettant en danger sa famille. Eh bien, l'émotion ici, au-delà de la rencontre politique, il y a une émotion chez les maires qui ont été choqués par cette attaque et qui demandent à la République plus de moyens pour protéger leurs citoyens. Bouclons par les valeurs nutritives. Quels sont les bienfaits de l'ananas? Retrouvez plus de lumière à travers ces commentaires d'Erit Mboa. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré-salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. C'est ici que s'achève cette session d'information à Kinactu Télévision, la chaîne de prédilection. Avant de vous quitter, retenez ceci. Ils étaient tous réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour passer en revue les questions liées à l'organisation des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Toutes les parties prenantes ont pris part à cette importante réunion.
La police nationale congolaise a présenté publiquement au VPM en charge de l'intérieur, Peter Kazadi, le criminel spécialisé dans le phénomène kidnapping dans la ville. Des audiences foraines en urgence sont envisagées pour juger le présumé auteur. Plusieurs recommandations et résolutions ont été prises lors des travaux préparatoires de la 12e session de la Grande Commission mixte RDC-Afrique du Sud dans le cadre de la montée en puissance de l'armée congolaise. Merci infiniment de nous faire confiance. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes à Kinactu Télévision.